Certaines fleurs, n'est-ce pas, vont reproduire la phéromone de l'insecte femelle pour attirer le mâle et produire ce mimétisme chimique qui va assurer que sa fleur est pollinisée. Donc, il y a certaines stratégies. Et qui sait, peut-être la nature, dans sa grande intelligence, utilise ce même processus pour attirer à elle l'être humain qui ensuite devient un vecteur de dissémination dur à battre pour la planète, n'est-ce pas? Parce que si le pain, par exemple, réussit à s'introduire dans notre culture et développer une relation privilégiée avec l'espèce humaine, eh bien, nous allons le replanter, nous allons faire la promotion de cet arbre et nous allons devenir son meilleur représentant et assurer la dissémination et la survie de sa descendance. Donc, cette association-là qui est présente quand on aborde les plantes, et je trouve que c'est un aspect très important, cette relation, et d'étudier, de ne pas juste vivre la relation, mais aussi d'y réfléchir, de faire une démarche intérieure, une démarche d'analyse, une démarche de reverse engineering, parce qu'il y a beaucoup plus à apprendre de la relation que seulement la vivre, mais il y a une certaine compréhension des objectifs en dessous. Parce que quand on comprend qu'est-ce qui se passe dans une relation, qui reçoit quoi, de quelle façon la collaboration, la synergie s'établit, eh bien là, on peut jeter un regard beaucoup plus éclairé sur ces questions et avoir des bénéfices indescriptiblement incroyables, n'est-ce pas, tant personnellement que pour notre civilisation. Oui. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce qu'il y a de la vie? Il y en a long à dire là-dessus. C'est l'avenir de notre planète, mes amis, dont il est question parce qu'on parle d'association entre l'espèce humaine et le règne naturel, le règne végétal. On nous sert ce guilt trip, n'est-ce pas, tous les jours dans les médias, comme quoi la nature est en état d'urgence, la nature meurt, et qu'il faut réagir, il faut paniquer. Eh bien, oui, peut-être paniquer, mais peut-être réexaminer la relation et vraiment prendre la relation plus au sérieux et voir comment on peut utiliser le savoir qu'on reçoit à travers elle ou le savoir pratique qu'on peut dériver de ça pour l'appliquer d'un point de vue personnel, un point de vue local, un point de vue provincial, régional et d'un point de vue national aussi. Parce que quand on s'inspire des modèles qui sont en place dans la nature et qui ont démontré leur viabilité, n'est-ce pas, qui ont survécu le test du temps, eh bien, ce n'est pas peu dire. On ne peut pas dire que les institutions humaines ont traversé le test du temps. On ne peut pas dire cela. Donc, quand on se réfère aux concepts, aux institutions, aux civilisations humaines, eh bien, on est toujours en présence de modèles fêlés, si on peut dire, n'est-ce pas, ou on pourrait dire des modèles en développement, si je veux être plus positif, parce qu'évidemment, c'est toujours une question de degré. L'être humain revient de loin, n'est-ce pas? On était au Moyen Âge il n'y a pas longtemps, on allait voir des gladiateurs s'entretuer dans l'arène, puis c'était ça le passe-temps de l'époque. Donc, on revient vraiment de loin. Donc, il faut voir le progrès aussi, que malgré qu'il reste des fêlures, malgré qu'il reste beaucoup de travail à accomplir, il faut quand même regarder le progrès fait. Quand même. Donc, cette restauration, oui, de cette alliance avec l'être humain et la nature, et Donc, oui, voilà. Donc,
se détourner un peu des histoires humaines qui n'ont ni queue ni tête et qui, malgré leur développement indéniable, eh bien, sont malheureusement biaisées. Et malheureusement, ou heureusement, tout ça peut nous amener à faire des réflexions et peut-être analyser les modèles en place dans la nature et pourquoi pas s'en inspirer puisqu'ils ont démontré leur viabilité et ils ont survécu le test du temps. Donc, on a affaire à ça. Donc, je vous invite à réfléchir à ces questions-là, réfléchir comment la nature vous tient en vie, réfléchir aussi comment la nature est la source de toute forme de médicaments, n'est-ce pas? La source primaire, donc c'est le point de départ. Donc, c'est vaste quantité de médicaments qui ont été utilisés au fil du temps et qui ont été commercialisés ont été copiés de la nature, de la pharmacopée du bon Dieu directement. Donc même tous les médicaments modernes sont souvent des dérivés, des copies, comme ce qu'on a parlé beaucoup d'hydroxychloroquine. Eh bien, c'est une version synthétique de la quinine qui est utilisée depuis la nuit des temps. Mais maintenant, c'est commercialisé sous un brand name, sous un nom de commerce, sous le nom d'hydroxychloroquine, mais ça vient d'une source naturelle. C'est vrai pour l'aspirine, c'est vrai. Bon, maintenant, ça atteint un niveau de sophistication tel qu'il crée des molécules qui peut-être n'ont plus grand-chose à voir avec les molécules d'origine, mais n'oubliez pas que pour qu'elles soient actives, il faut que le corps ait évolué, ait coévolué aussi, ait des récepteurs et une capacité d'interagir. Donc, on ne peut pas s'en éloigner tant que ça sans risquer vraiment la mort et sans risquer des effets négatifs. Donc, on a toujours cette relation de base avec toute notre source d'alimentation, toute notre source de médicaments, nos logements. Jusqu'à tout récemment, c'était les arbres qui nous donnaient notre habitat, même encore. Source de vêtements, à part les alternatives synthétiques, mais encore là, est-ce que c'est viable? Est-ce que la version pharmaco, est-ce que la version industrielle de la copie, est-ce que elle est viable d'un point de vue de sa production industrielle, puis d'un point de vue du modèle dans lequel elle est faite, ou est-ce que ça ne vaudrait pas mieux avoir des cultures? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse définitive. Je pense que moi, comme herboriste, on se réfère à des traditions anciennes, donc on est quand même dans un sens axé sur un retour au char à bœuf, sans vouloir être péjoratif, mais dans un certain sens, parce que c'est clair que pour fournir à la demande, ça ne serait pas réaliste de dire que, OK, de complètement remplacer la production de masse de certains médicaments par comme l'aspirine ou comme peut-être certaines autres choses. Moi, je crois qu'une vaste majorité sont remplaçables, mais maintenant, est-ce que ça peut être fait à terme, à grande échelle? Ça, je ne sais pas. C'est clair que si ça se fait, ça va se faire graduellement. Donc, moi, je suis un promoteur de dire, OK, bon, ben, action graduelle, petit pas, puis à un moment donné, ben, la balance, un grain de sable à la fois, ça va faire pencher la balance du bon côté. Mais bon, à un moment donné, l'action décisive aussi a sa place à certains moments. Mais c'est ça. Fait que ça me place un peu de ma position d'herboriste, ça me place un peu en opposition avec les options pharmacologiques. Puis Dieu sait que c'est pas dur de trouver des problèmes avec ces modèles-là. Donc, c'est assez facile à attaquer. Mais maintenant, est-ce que l'herbo a réponse à tout? Moi, ce n'est pas ma thèse non plus. Et je ne cherche pas non plus à complètement annihiler toute forme d'industrie, des médicaments et tout ça. Je ne pense pas que ça serait désirable nécessairement. Mais le moins on en dépend, le mieux c'est. Et c'est clair, certaines aberrations corporatives, les Monsanto de ce monde et tout ça, dans ce cas-là, je serais pour
qui passent des lois antitrust pour briser leur influence. Ils ont beaucoup trop de pouvoir, ça c'est mon opinion personnelle. Mais ça ne veut pas dire qu'on brise les jambes des plus mauvais, que nécessairement on va complètement, disons, bannir l'aspirine, genre, tu sais, c'est un peu ça que je veux dire. Je pense pas que c'est ça la réponse. Mais maintenant, est-ce que ça serait pas fou de développer des modèles où est-ce qu'on peut exploiter les sources végétales? Ben là, c'est clair que oui. Moi, j'en fais l'expérience d'ailleurs avec le développement de ma ligne de produits herboristiques, phytothérapeutiques et cosmétiques. Je me rends compte que on peut vraiment, en développant la relation, développer des modèles commercialement intéressants pour les petits entrepreneurs et qui peuvent même être expandus. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités pour plusieurs raisons. Il y a une grande soif du public de reconnexion avec la mère nature. Il y a un grand vide, il y a un grand manque. C'est comme un désert spirituel. On veut à tout prix nous enligner vers des technologies qui profitent à ceux qui nous les proposent, n'est-ce pas? Puis qui ont certainement des bénéfices, sinon on n'aurait aucun intérêt de les utiliser, mais on ne parle pas tant que ça des effets délétères et on nous envoie tout un modèle de vie qui est très malsain au bout du compte. C'est vraiment c'est un cocktail de toutes sortes d'informations mélangées, de fréquences électromagnétiques qui interfèrent avec nos processus neurologiques, mentaux. Tout ça est là pour nous disrupter, pour nous faire débarquer de notre zone de pouvoir, de reconnexion, de notre zone de conquérant et d'entrepreneur et de créateur de notre propre réalité, n'est-ce pas? Parce que quand on choisit d'être témoin de la réalité et de simplement la consommer, eh bien, on est un client modèle, on pourrait dire comme ça, un client modèle pour ces industries qui vivent de la passivité et de la non-reconnexion, parce que cette reconnexion va allumer un feu aussi, puis va réactiver le créateur, le guerrier en vous. Bon, enfin, chacun a son expérience, mais moi, dans mon expérience, le fait d'aller développer avec la nature, de chercher, d'expérimenter, de cueillir, de ramener dans le laboratoire, de développer des... C'est vraiment... autant le contact avec la nature est relaxant pour les nerfs, puis on revient que... On est calmé, on se sent bien, on n'est pas dans une énergie frénétique du tout, mais autant ça va stimuler l'action, ça va stimuler la curiosité, ça va stimuler la créativité aussi de développer dans ce sens-là. Donc, vraiment un beau cadeau à s'offrir, puis tellement, tellement nécessaire. Puis ce nourrissement-là de l'âme et de ce désir de reconnexion à la nature amène des changements aussi intérieurs, amène à considérer différemment. Parce que quand on a regardé la civilisation pendant qu'on méditait avec nos pains, puis qu'on a vu... on a tourné à 180 degrés la scène, si on veut, où est-ce que la civilisation regarde la nature comme quelque chose d'extérieur, si ce n'est pas une nuisance, ou au mieux une ressource à exploiter, au pire une nuisance à éliminer. Quand on va dans les bosquets, puis qu'on prend du temps là, puis qu'on trouve la richesse, qu'on cueille la résine, puis là, qu'on découvre des champignons, d'autres... Wow, une pharmacopée ici, mon Dieu! Puis là, après qu'on jette un regard sur cette civilisation, puis qu'on regarde comment le combat, n'est-ce pas, va se produit, puis comment tellement de ces choses-là sont inutiles, parce que quand on regarde comment la nature va gérer l'énergie, là, on a affaire à un modèle écologiquement viable.
Là, on a quelque chose à copier au lieu de juste dire ah non, pas bon chien, tout va péter, tu vas mourir, là, qu'est-ce qu'ils nous sortent? Il nous reste combien, là? Ils nous disent ah, on a 5 ans. Tu sais, c'est juste un message de panique, là. Tandis que si on va se restaurer avec dans le cœur de la nature, n'est-ce pas, se recueillir, se retrouver et qu'on développe cette connaissance de ces richesses-là, bien, voilà, on a un autre modèle à copier. Puis là, on peut dire, OK, au lieu de dire tout va mal, on peut dire, OK, regardons comment la nature fait. Parce que c'est juste la bonne gestion en réalité d'énergie. La nature gère admirablement bien l'énergie. Elle minimise les dépenses et le gaspillage d'énergie. Et c'est vraiment cette réflexion-là qu'on doit faire de façon urgente en réalité. Parce que moi, je pense que c'est la réponse à court terme à la crise environnementale. C'est pas une chose, mais une réponse à la crise, à court terme, à la crise environnementale présente, c'est la réduction des chaînes d'approvisionnement, la réduction de la longueur des chaînes d'approvisionnement. Ça a l'air de rien dit comme ça. C'est comme juste une phrase qui a l'air anodine, mais quand on y pense, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mes amis, que si c'était mieux foutu, on pourrait avoir les mêmes produits, la même affaire, en dépensant une fraction de l'énergie, en réduisant la longueur des chaînes d'approvisionnement. Je ne sais pas quel pourcentage d'énergie on pourrait, puis qu'est-ce que ça impliquerait, mais moi je réfléchis à ces choses-là, puis c'est clairement, simplement, des idées simples comme ça qui font que c'est possible à court terme de réduire l'impact en conservant la même consommation. C'est pas ce que j'encourage. Non. C'est clair. La surconsommation de produits qui finissent dans les sites d'enfouissement, c'est vraiment pas idéal. Puis je pense que le plus on réduit, le mieux c'est. Mais en même temps, l'homme, c'est l'homme. L'économie va pas arrêter de tourner parce qu'on a une opinion là-dessus. L'être humain va consommer. Fait que la première réflexion, c'est genre, comment avec le même litre de gaz fait le double de distance? Bon, l'allégorie est pas bonne avec le prix du gaz actuellement, mais vous voyez l'idée, comment avec la même énergie, avec le même investissement, aller plus loin. Le problème avec cette idée, ces idées simples, c'est que là où on économise l'énergie, un intermédiaire perd un profit. Fait que ça, c'est un problème. C'est un gros problème, en fait, parce que souvent, les intermédiaires qui ont des chasses gardées, puis qui ont déjà des droits acquis, entre guillemets, là, dans le système, puis qui ont de l'influence, puis qui ont du power, ils vont se battre jusqu'à la mort pour empêcher que les chaînes d'approvisionnement soient réduites. À qui je pense? Qui perd si on réduit? Tout le monde gagne si on réduit la chaîne d'approvisionnement. Ça veut dire qu'essentiellement, on brûle une fraction du pétrole que ça prend juste en transportant moins loin les matières premières jusqu'au site de manufacture, jusqu'au site de transformation, jusqu'au site de... Fait que ceux qui perdent de ça, c'est les armateurs perdent énormément parce que là, si on transporte moins en bateau, on a moins besoin de grosses distances, c'est qu'on investit moins. Les pétrolières perdent énormément. Les pétrolières ont beaucoup à gagner. Plus c'est long, plus ils sont contents. Les assureurs des pétrolières, les assureurs des armateurs, réalisez-vous que les assureurs d'une industrie sont souvent même plus puissants que l'industrie qu'ils assurent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, disons qu'une énorme géant d'assurance assure un énorme géant armateur. Les armateurs, c'est ceux qui sont propriétaires des gros bateaux qui transportent les containers sur les mers. Okay?
Disons, un énorme armateur, un énorme assureur assure un énorme armateur. Tu comprends que l'assureur a autant intérêt que l'armateur reste en business, que l'armateur a intérêt lui-même de rester en business. Il y a pratiquement autant de profit. C'est vrai pour l'assureur, c'est vrai pour le créancier aussi. Le créancier de l'armateur, le créancier de la pétrolière a autant intérêt que la chaîne d'approvisionnement reste la plus longue possible que les pétrolières elles-mêmes. Fait que là, quand on regarde ça, on comprend pourquoi ça ne change pas. C'est qu'il y a tellement d'intérêts conjoints en place pour faire en sorte que ça ne change pas, que ces influences-là ont plus d'influence que nous, public, pour l'instant. C'est pas parce qu'on n'a pas le power de faire changer ça, c'est juste qu'on n'a pas choisi de l'exercer encore. C'est juste ça qui arrive. Mais vous voyez à quoi on a affaire. Donc, ils nous servent des culpabilisations sans fin sur notre empreinte carbone, puis sur l'urgence, puis sur qu'on va tous mourir, que tout va brûler, puis que c'est la fin, la fin, la fin. Puis, pendant que la panique, eh bien, des solutions simples, applicables dès maintenant, sont complètement passées sous silence. Ça, c'est juste un exemple, mais il y en a plein d'autres idées actionnables. T'sais. Je dis pas que je dis pas que ça prendra pas un effort, je dis pas que, mais c'est de la bonne gestion. Puis une fois que la gestion est améliorée, bien là, ça sauve beaucoup d'argent là, à moyen long terme. On réduit la chaîne d'approvisionnement. Bien là, à qui va le profit? Bien, on peut le séparer entre le vendeur puis l'acheteur s'il y a moins d'intermédiaires. Fait que là, bien, on concentre le profit à celui qui produit puis celui qui revend ou qui consomme. Ça, c'est plus intéressant, mais c'est pas intéressant pour ceux qui font du cash avec comment ça se passe maintenant. Fait qu'eux autres, ils vont se battre. Se battre. Puis c'est la même chose pour une réduction du nombre d'automobiles sur la route. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qui se fait avec les bouchons de circulation. Puis s'il y a un qui ne veulent pas qu'il y ait moins de bouchons, c'est bien les pétrolières. Puis leurs assureurs, puis leurs créanciers. Puis leurs beaux-frères, puis leur famille, puis leurs sous-traitants. Puis parce que ça, c'est juste les plus gros. Je parle après ça, il y a toute une série d'investisseurs ou d'acteurs moins gros, moins influents, mais qui sont tout aussi, puis qui vont peser dans la balance aussi. Donc, c'est bourré de ce qu'on appelle les conflits d'intérêts. Puis ça, c'est important aussi comme citoyen de penser à ça. Penser aux conflits d'intérêts, puis de pas balayer du revers de la main parce que quelqu'un a appelé ça conspiracy theory, nécessairement. Parce que des fois, il y a des présences de conflits d'intérêts. Des fois, c'est pas... c'est ça. Des fois, c'est farfelu, il y en a de tout, mais quand on va voir, souvent, on trouve des apparences de conflits. Parce que des fois, c'est vraiment dur à savoir. On n'est pas dans les souliers de ces gens-là, donc on a une opinion. Puis il ne faut pas non plus oublier que les apparences sont toujours trompeuses. Donc, vraiment rester alerte et vérifier nos sources le plus possible. On le fait à moitié tout le monde, mais de quand même d'être vraiment tout le temps ouvert à se remettre en question puis à se fact-checker soi-même parce que c'est pas les fact-checkers extérieurs qui vont faire la job.